Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. C'est à la base, aujourd'hui c'était censé être mon dimanche off quoi. J'avais pas envie de faire de vidéo, je voulais dormir. J'ai même prévu un Netflix and chill pour être bien au calme. Et après j'ai pensé à vous et je me suis dit que comme entre vous et moi, il y a de l'amour dans l'air. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça et donc de fait ce dimanche, on va pas faire vraiment une vidéo. On va s'asseoir, on va se poser. Et on va revenir sur un souvenir quoi. On va reparler de l'époque de Salut, de Star Club. Vous vous rappelez des personnes qui achetaient ces magazines là uniquement pour collectionner les fiches de paroles de chansons? En fait j'en faisais partie. Je suis sûr que vous êtes nombreux à en faire partie aussi. Et aujourd'hui on va revenir sur un élément de cette période là. Pas forcément l'un des plus glorieux. Mais on va reparler vu qu'on était un peu dans les pop stars en ce moment de la carrière de Billy Crawford. Alors pour ceux qui ne le savent pas et notamment pour les plus jeunes, Billy Crawford a été pendant quelques années une sorte de phénomène européen et particulièrement français. Il faisait fondre énormément de jeunes filles avec ses imitations de Michael Jackson. Il était d'ailleurs vendu comme un des amis de Michael Jackson. Certains pensaient qu'aux États-Unis il avait un succès planétaire. Certains pensaient aussi que le King of Pop lui-même l'avait adoubé. Mais ces éléments-là ne se sont jamais vraiment inscrits dans une réalité parce que pour beaucoup, Billy était aussi une sorte d'arnaque. Surtout qu'il sortait avec une chanteuse qui était très populaire à l'époque. C'était celle qui vendait d'ailleurs le plus d'albums sur cette période-là. Mais elle n'avait pas beaucoup de crédibilité artistique au vu de son art et des paroles souvent presque trop recherché de ses textes, ce qui a fait en sorte qu'elle adopte ce qu'on va appeler la positive attitude. Oui, Lori et Billy Crawford fut aussi un des couples phares de la press people de l'époque. Les Américains avaient Britney Spears et Justin Timberlake, nous on avait ces deux-là. C'est comme si les Américains fabriquaient et achetaient leurs propres iPhones et que nous les nôtres, on les achetait sur Wish. À la base, la vidéo qui était censée sortir après celle sur Fergie et après celle sur Nicole, c'était une troisième analyse sur une des filles de will.i.am. Mais comme cette vidéo arrivait un peu plus tard et qu'on était dans un format plutôt pop, je me suis dit qu'on pouvait s'asseoir, vous et moi, aujourd'hui, revenir sur les pages de l'adolescence de beaucoup et essayer de comprendre qui était Billy Crawford, pourquoi est-ce que ça a cartonné autant, pourquoi est-ce que ça n'a pas forcément marché aux États-Unis et aussi bien sûr quel était son complexe parce que même si les filles l'adoraient, même si les filles le trouvaient magnifique, il avait un complexe qu'il a d'ailleurs changé. Je ne sais pas si vous voyez lequel parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Enfin pour moi c'est pas un complexe mais il y a beaucoup de gens qui le partagent. Regardez-moi bien, Will Smith a le même. Encore une fois pour moi c'est pas un complexe. En fait c'est quelque chose qui l'a beaucoup gêné. Qu'est-ce que Billy Crawford est devenu aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il a pris énormément de poids avant de tout reperdre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ressortez vos classeurs, toutes vos fiches de Star Club, de Salut. On repart dans nos souvenirs. Alors là tout de suite c'est le moment d'appeler les cousins et les cousines, de se poser, de prendre un petit thé, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche. Et c'est le début. Et c'est le début. Alors ce petit garçon que vous voyez là s'appelle bien Billy Joe Crawford. Et ce n'est pas un American Baby classique, parce que oui, son père est américain, mais sa mère est philippinaise et il grandit principalement aux Philippines. D'ailleurs, c'est une histoire d'amour un peu passionnée, parce que la mère, c'est effectivement le deuxième bureau littéral du père, c'est sa secrétaire, alors qu'il est marié, et dans un élan de lovely, absolument euphorique, ils vont avoir le petit Billy qui n'aime pas du tout qu'on lui rappelle cet épisode-là. Et d'ailleurs, Stéphane Guillon, dans une chronique un peu piquante, on avait fait les frais. Un nerve comme moi, j'ai vachement énervé parce que t'inquiète, I don't like when people talk about my family. J'aime pas qu'on parle de ma famille, c'est tout. But other than that, you can talk about j'ai besoin d'amour, you can talk about anything you want. Moi, s'en fous, ma balayou. Oui, Billy s'en bat les couilles qu'on lui parle de sa vie, mais il n'aime pas qu'on touche à ses parents parce que ses parents sont des parents assez affectueux. Et dès l'âge de 3 ans, surtout la mère, elle se rend compte que son enfant un peu mignon, il est repéré par des agences de mannequinat et tout de suite, il va devenir une mini-star. C'est-à-dire que Billy va enchaîner des tonnes de pubs et comme il a déjà une image publique, sa mère se dit qu'autant enchaîner et commencer à lui faire des concours de chant. C'est donc comme ça qu'il va commencer à chanter dans plusieurs émissions aux Philippines. Il va commencer à se faire un petit nom et après son père qui est un bon texan va essayer de le ramener entre parenthèses à la raison. C'est-à-dire que même si c'est son père qui lui fait écouter tous les classiques de Motown, il ne voit pas d'un bon oeil le fait que son fils soit autant dans le show business. Donc il veut le ramener à la raison et il le ramène aux États-Unis à la base pour que Billy commence à avoir une vie assez classique.
artistique. Sauf qu'il se rend compte que Billy est trop passionné, il a 12 ans mais il veut vraiment continuer dans cette voie artistique. C'est comme ça qu'on le met dans une petite école pour jeunes talents, une école où il apprend à se diriger, mais surtout une école où il n'est plus avec son père. C'est-à-dire que son père vit à Dallas au Texas et lui il va à New York City de ses propres moyens en se disant que je vais me débrouiller. Il vit dans un appartement absolument miteux, mais il est tellement content de pouvoir aller apprendre à danser, chanter, qu'il oublie tout ça. Et dans cette école-là d'ailleurs, il va tomber sur des talents que vous connaissez plutôt bien parce qu'il va avoir des jumelles. Vous vous rappelez des jumelles que vous avez fait danser un été là? Elles s'appelaient les Nina Sky. Bah en fait les deux jumelles sont des camarades de Billy Crawford à cette époque-là. Et plus tard, il va rencontrer son premier amour, qui est une autre chanteuse qui va cartonner quelques mois après. On va même la comparer à l'époque à Britney Spears et à Christina Aguilera. Elle s'appelle Mandy Moore et c'était ça. Ah, les souvenirs des pop stars de l'époque. Pour ceux qui cherchent Mandy Moore actuellement, elle est dans la série This Is Us et elle fait un plutôt bon job. Mais pour revenir sur Billy, il est vraiment passionné et surtout, c'est un des meilleurs élèves de danse de l'école. Donc un jour, alors qu'il n'a que 14 ans, il y a un casting pour danser pour Michael Jackson. Et Billy, depuis qu'il est tout petit, c'est un fan absolu des artistes de la Motown, certes, mais particulièrement de Michael Jackson. Donc quand on lui propose d'auditionner alors qu'il est dans un appartement absolument miteux, il ne sait même pas ce qu'il va manger, il est hyper excité, mais il ne pense pas que le King of Pop va le retenir en fait. Il y va en se disant que au moins j'aurai auditionné et peut-être que je vais rencontrer Michael Jackson. Sauf que le petit Billy, qui n'a que 14 ans, va auditionner, mais non seulement il va auditionner, il va être retenu et il va travailler aux côtés de Michael Jackson pendant tout un mois. It was an inspiration for me. Yung 1 month ng rehearsal na yun, that was the first job na sabi ko, I really want to be like this person. C'est-à-dire que les hihi, les pas, le moonwalk, il va tout faire pendant un mois pour en arriver à la fameuse prestation de Michael Jackson en 95 au MTV Music Awards sur Dangerous. Et on a le petit Billy juste derrière lui. You know you want me. L'histoire a souvent été débattue de savoir si c'était un mensonge ou si ce n'était pas un mensonge, mais en fait c'est une réalité. Et c'est ce moment-là qui, pour le meilleur comme le pire, va donner envie à Billy Crawford de devenir le mini Michael en fait. Il veut faire carrière et il se démerde pour trouver son premier label. Ça se fait en 97, le premier single c'est cette chanson-ci. La signature de Billy Crawford, et c'est hyper intéressant, est faite sur le label V2. C'est le label qui vient d'être créé par Richard Branson, qui est en fait l'ancien de Virgin Records. C'est-à-dire que c'est l'ancien créateur de Virgin Records qui à l'époque se rebrand, et donc c'est pour ça que ça s'appelle V2. C'est une référence à Virgin Records de base, et en fait il signe plein de petits nouveaux artistes. Il va signer dans la même période Moby notamment et ça va cartonner. Et son but à l'époque, c'est d'avoir aussi sur la scène mainstream des petits artistes pop urbains qui peuvent plaire à un public très très jeune. Et il voit en Billy un certain talent, surtout dans le côté performer. Donc dans l'album de Billy Crawford, on a effectivement ce côté très pop, mais il y a toujours cette petite appétence R&B sur certains titres, notamment sur le second single Mary Lopez, qui est d'ailleurs pour moi une de ses meilleures chansons. Sur le marché à l'époque, il y a énormément de ce genre de chanteurs pour midinette et Billy n'a pas une image assez forte pour plaire à tout le monde, ses longs cheveux et tout, ce n'est pas super sexy, on lui fait prendre un peu le côté latin, mais ça n'accroche pas non plus de ouf et donc de fait l'album ne prend pas, même s'il fait des apparitions ici par là dans certains charts européens, ce n'est pas le succès pour lui. L'année d'après, on lui fait reprendre le générique de Pokémon, il va aller en tournée avec plusieurs des gros artistes américains de l'époque, notamment encore une fois Mandy Moore, NSYNC, Backstreet Boys, c'est-à-dire qu'il est dans cette mouvance là et c'est à partir de là que V-Records se dit il faut peut-être le rebrander en fait. Donc on lui donne une nouvelle image, il est un peu plus beau gosse et on se dit sur ce second album on va appeler pas mal de gros producteurs américains pour venir en renfort et être sûr d'avoir des tubes par-ci par-là et surtout un peu plus cette fois d'appuyer ce lien avec Michael Jackson. C'est dans cette idée qu'on enregistre le second album de Billy Crawford et il y a des moyens derrière en fait. On a les Soul Shock and Caroline qui ont enregistré énormément de tubes à l'époque pour beaucoup d'artistes R&B hip-hop comme ici.
On a aussi Rob Fusari qui vient d'enregistrer avec les Destiny Child le fameux Bootylicious et qui plus tard va faire tous les gros tubes de Lady Gaga. Et bizarrement pour le premier single, ils vont se planter en fait. C'est effectivement une production de Soulshock and Caroline, sauf que c'est un titre un peu mièvre, très poppy, très même karaoké. Et sachant que Billy n'était pas un chanteur exceptionnel, voire très loin de là, la chanson va être totalement ignorée par le public américain. Quand ils vont voir cette débandade et qu'ils vont la comparer aux énormes succès des autres artistes du même genre dans le même temps, ils vont se dire qu'en fait, ce billet-là, il ne nous rapporte pas, il ne va jamais réussir à toucher le public américain. Donc, c'est la fin. On va lui rendre son contrat alors que l'album avait déjà été enregistré. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que ça ne sert à rien de sortir l'album, on va perdre plus en sortant l'album avec lui qu'en le gardant dans nos tiroirs. Donc on va garder ses démos et lui ouvrir la porte en lui disant « va voir ailleurs si on y est ». Sauf que dans certains pays européens, le label avait quand même fait son travail. C'est-à-dire qu'ils avaient envoyé l'album avec plusieurs chansons à certains DJ. Et certains DJ vont commencer dans certains pays dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande, à jouer parfois comme ça dans leur mix certaines chansons de Billy Crawford. Et ils vont se rendre compte que il y a une chanson là que les gens aiment bien. Cette chanson s'appelle Tracking. Elle commence à passer, elle est diffusée dans plusieurs pays européens et on voit que les gens accrochent. Et quand on voit que les gens accrochent, le label qui avait totalement oublié Billy, on l'avait viré, se dit mais il y a peut-être quelque chose à se faire. Billy vient de retourner aux États-Unis après une tournée en Europe et là il reçoit un appel et il ne comprend pas. Les mecs lui disent non en fait on veut te re-signer et il leur dit mais je comprends pas, vous venez de me virer, vous venez de me chanter gradure ou je me trompe. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Mais non Billy, on n'avait pas bien compris. C'est un autre Billy qu'on voulait virer en fait, c'est pas toi. Tu es tellement talentueux, tu es vraiment le bébé de Michael Jackson. On ne peut même pas imaginer pouvoir te virer. Non, 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 non. Non, on s'est trompé de dossier. Effectivement, on t'a viré, mais c'est un autre Billy qu'on voulait virer en fait. C'est pas toi, toi tu es quand même le bébé de Michael Jackson. Et sache que là tout de suite, nous allons faire ensemble une très grande carrière. Billy ne comprend pas tout de suite, mais il re-signe son contrat. Il voit qu'il y a quelque chose à se faire et on l'envoie tourner le fameux clip de la chanson qui va tout faire pour lui, à savoir Tracking, qui était immensément inspiré par Michael Jackson. Et c'est à partir de là que l'histoire d'amour entre le public français et Billy Crawford va commencer. Bien sûr, il va avoir du succès en Europe, mais principalement, les Français vont se passionner pour ce titre qui va s'écouler à 500 000 exemplaires. On l'entend absolument partout. Pour certains, je suis sûr que là, tout de suite, ce sont de bons souvenirs. Pour d'autres, c'est une torture. Mais il se trouve que là, en 2002, où les Américains n'étaient pas aussi forcément fans de ce son très Michael Jackson, il trouve sa place en Europe. C'est un peu comme Anastasia. Aux États-Unis, les Américains sont sûrs d'être les seuls beaux gosses, Justin, Usher. Et quand ils arrivent en France, on leur présente un gars là qui s'appelle Billy Crawford, qu'ils ne connaissent pas tout à fait. Ils se disent, c'est pas le gars qui faisait la première partie de la tournée qu'on avait faite la dernière fois. Oui, bah ici en fait, il est presque votre égal. La presse française raconte partout que vraiment c'est un ami de Michael Jackson, c'est un danseur de Michael Jackson. On appuie vraiment beaucoup ce lien entre lui et Michael Jackson et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup à l'époque pensaient que c'était un véritable mensonge, qu'il y avait quelque chose de flou dedans. C'était pourtant vrai et sur le second single de Billy Crawford, son label va avoir une idée qui était assez malicieuse. C'est-à-dire qu'en 99, ils avaient lancé un groupe qui s'appelait One Voice. C'était un groupe de R&B pop. Elles ont sorti un single qui s'appelait When You Think About Me, qui s'est classé 99e dans les charts R&B hip-hop. Et on a une chanson là, on y croit, pourquoi ne pas la rebrander avec Billy, surtout que là il a une bonne image en Europe, donc on va la sortir en second single et ça donnait ça. C'est le typique de l'artiste qui est vendu comme un artiste américain, qui cartonne en France. Il est plutôt beau gosse selon la plupart des filles. Ses chansons à l'époque semblent plutôt efficaces. Il va enchaîner sur un troisième single. Et on voyait déjà un peu l'anachronisme parce qu'on avait la vibe un peu two-step. Il arrive en fin 2002. Ça s'inspire de Craig David, mais c'est déjà beaucoup plus tard. Billy Crawford est vraiment vendu comme une espèce de sex symbole, de beau gosse. Et vous savez quoi? Bah bizarrement, ça l'étonne un peu lui-même et ça étonne aussi une partie de son label. Pourquoi? Parce que depuis le départ, et notamment aux États-Unis, il traîne une sorte de complexe. À savoir que ce n'est pas pour rien que quand on l'a lancé au début, il avait les cheveux longs. Il avait les cheveux longs parce qu'on voulait cacher quelque chose qui lui était reproché depuis qu'il était à l'école de danse
à savoir les oreilles décollées. C'est-à-dire qu'on l'appelait Dumbo, Bugs Bunny, j'en connais pas mal aussi, des fois on me dit que je suis Pokémon, bref. Non mais vous inquiétez pas, ça me blesse pas du tout personnellement. Mais on lui disait plein de choses du genre et ça a créé une sorte de frustration chez lui au point il pensait que une partie du fait que le public américain ne l'acceptait pas comme il était, c'était ses oreilles décollées en fait. Et vous allez remarquer que dans toute la promo de Billy Crawford, bien sûr dans les clips, il est souvent obligé de montrer ses oreilles, mais la plupart du temps il le cache en fait. Ce n'est pas simplement parce qu'il les aime qu'il porte autant de durag et de casquettes. L'une des raisons pour lesquelles il en porte autant, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il a les oreilles décollées. Il les cache parce qu'il pense que ça ne va pas vraiment avec le côté sex symbole qu'il veut vendre au public. Et quand vous allez repenser à Billy Crawford, vous allez voir beaucoup d'images de lui. Certes, il y a certaines images avec ses oreilles, mais vous allez voir que même sur les pochettes de ces singles, elles sont un peu rétrécies en fait, parce qu'elles sont beaucoup plus larges et je crois que c'est une fois Hardisson qui lui demande de retirer et ça ne lui fait pas plaisir d'ailleurs de le faire, mais il le fait quand même. Le Shintok, on vous appelle aussi Dumbo parce que vous avez les oreilles décollées. Faites voir vos oreilles. Elles sont toujours décollées? Oui, c'est toujours Ah oui, là. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ah oui, Mais Billy va donner de l'espoir et il va montrer à des millions d'êtres humains sur Terre que c'est possible. Oui, c'est possible, même avec les oreilles décollées, on peut pécho. Et c'est ce que Billy Crawford va faire parce qu'il va avoir une relation d'amour avec la chanteuse qui vend le plus à son audience de base en France. Elle s'appelait à l'époque Laurie et même si elle avait la positive attitude, elle en avait marre à ce moment-là d'être toute seule. Hello. Vous êtes contente? Bah oui, bien sûr. C'est une sacrée surprise. On va les laisser, hein? Billy. Au début, leur relation sent un peu le camembert avarié. On voit venir le vieux coup marketing de très loin. La chanteuse la plus populaire chez une partie des jeunes avec le chanteur américain un peu pop qui leur plaît aussi. Quand elles ouvrent leur magazine Voici, elles voient Billy, elles voient Laurie, elles sont toutes contentes. Elles se disent qu'elles aussi un jour trouveront leur prince aux oreilles décollées. Enfin, même si elles sont la plupart du temps cachées, ça vend du rêve, ils font des duos sur scène, il lui écrit une chanson d'amour et dans la vérité, apparemment, ça se vérifie parce qu'il va vivre avec elle et son père pendant un certain temps, le temps plus précisément d'enregistrer son second album. Et pour son second album, c'est un casse-tête, vous comprenez le casse-tête. Son succès sur le premier est un peu une anomalie, il surfe un peu aussi beaucoup sur la vague Michael Jackson parce que Invincible marche très bien en France mais pas très bien aux États-Unis. Donc il est un peu dans cette mouvance-là. Comment s'asseoir sur le public français? Que faire? Et là, il va avoir l'idée de retourner aux États-Unis et cette fois de contacter énormément de gros producteurs ou alors des producteurs qui allaient donner des gros tubes à des artistes un peu plus tard. Parce que sur le second album de Billy Crawford, on retrouve The Dream qui a par exemple écrit ça à Rihanna. Et c'est d'ailleurs lui qui écrit le fameux premier single. Et je vous assure qu'en fait c'est après coup que j'avais fait le lien. C'est-à-dire que quand j'ai écouté le premier album de The Dream en 2007, je me suis dit mais c'est bizarre. Et je suis allé réécouter l'album de Billy Crawford et effectivement vous allez voir que le pattern vocal c'est The Dream en fait. C'est lui qui écrit la chanson et Billy pose exactement comme lui sur Bright Light. L'album Big City va être beaucoup moins accueilli et ça s'explique assez facilement, surtout par rapport à l'audience principale française en fait. Quand il va chercher le son très américain là, au début il se dit que vu que j'avais fait ça la première fois, ça a marché la seconde fois, mais il prend déjà un son beaucoup plus urbain, un peu comme Ophélie Winter. S'il avait voulu s'inscrire dans le schéma français, il aurait continué ce qu'il avait fait pour la chanson offerte à Laurie, à savoir continuer à se variétiser en fait. Ce n'est pas du tout cette musique là que les gens écoutaient, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il était vu comme un phénomène de foire par beaucoup de gens, y compris par les adolescentes qu'il aimait. On ne lui a jamais vu un talent spécial. Donc quand il revient 3 ans après, il n'est plus en couple avec Laurie. L'euphorie autour de l'américain qui dansait comme Michael Jackson est passée. Et surtout les titres même de l'album qui vont être exploités et qui ressemblaient un peu à ce qu'il faisait en 2002 sont beaucoup moins efficaces, notamment Streaming Night. L'album va donc nous faire une Alizée, à savoir un petit flop, mais il se dit, au vu du succès du premier, qu'il a encore sa chance, le label peut encore le soutenir.
ce qui ne va bien sûr pas être le cas. Il va recevoir un appel et cette fois ça va être la bonne, ils vont lui rechanter Gradure. C'est à partir de là que ça va devenir très dur pour Billy Crawford, mais la seule joie qu'il va trouver, c'est que malgré tout, cet album-là va avoir un petit accueil dans son pays parce qu'il va commencer à faire le buzz et les Philippins vont aller écouter cet album de Billy Crawford. Il va avoir son petit disque d'or. Ce n'est bien sûr pas assez pour compenser les pertes pour un label américain comme V2, mais il se dit je vais donc signer à la maison et c'est à partir de là qu'après plusieurs tentatives pour rester sur le territoire européen, il va décider de rentrer à la maison, il va signer sur un petit label et ils vont sortir un autre album qui s'appelait It's Time et qui ne va pas du tout trouver son public. Il va essayer de garder la flamme autour de lui en faisant pas mal de reprises d'artistes américains et d'ailleurs pour son premier gros concert aux Philippines, il va tout donner sur du Michael Jackson. Il y avait toute une émission dédiée à ça. On cherchait les danseurs pour accompagner Billy Crawford pour son premier gros concert aux Philippines. Finalement, l'émission va cartonner. Il va se dire à ce moment précis qu'il y a peut-être un lien à faire au-delà de sa carrière musicale avec la télé. On va lui proposer un poste d'animateur, il va le prendre, mais c'est aussi à partir de là qu'il va commencer à être hyper frustré. Il va beaucoup manger parce qu'il va bien voir que ses rêves de carrière américaine et européenne vont s'éteindre. Il va prendre beaucoup de poids, mais l'émission qu'il avait faite pour faire son comeback aux Philippines va lui donner une idée. L'idée de reprendre donc des classiques de la Motown américaine. C'est comme ça qu'il présente ce projet à Universal. La succursale de Universal aux Philippines regarde, ils se disent il est à la télé, il a une petite notoriété, pourquoi ne pas le laisser faire? Et donc Billy Crawford va sortir son premier album de reprise aux Philippines. Ça s'appelait Groove. À ce moment-là, il a peut-être 20 kilos de plus, mais il a fait beaucoup de cours de chant. Il essaie donc de donner le change sur les différents titres de l'époque, même si ce n'est pas ouf, notamment un avec sa copine de l'époque. Alors très timidement, le disque va atteindre le disque d'or aux Philippines. Moi, je l'avais écouté et j'avais trouvé que c'était comme s'il portait un costume un peu trop grand pour lui. C'est-à-dire que vocalement, il apporte pas grand-chose au classique qu'il reprend. Mais surtout, en fait, le talon d'Achille, c'est que fatalement, au cours de ces 10 années-là, parce que ça fait quand même 10 années de métier au moment où en 2009, cet album sort, il n'a pas de gros classiques, y compris pour les Philippins en fait. Son plus gros tube, ça reste Tracking pour les Français et les Français l'ont quasiment totalement oublié en 2009. La seule voie qui reste pour lui, c'est la télé et il commence donc à avoir plusieurs propositions pour continuer à cet effet. Et quand il se dit que je vais passer à la télé tous les jours, il commence à se rendre compte que il ne pourra peut-être plus cacher à chaque fois ses fameuses oreilles décollées et c'est donc comme ça qu'il va faire oublier son complexe d'enfance et qu'il va les recoller. Depuis 2010, tous les projets musicaux qu'il a sortis ont fait approximativement les mêmes chiffres que ceux de Laurie en France, à savoir qu'ils doivent être chacun les seuls à les avoir achetés. C'est pour ça qu'il s'est concentré sur la télévision. En ce moment, il est d'ailleurs animateur de la version philippinaise du chanteur masqué. Nung tinanggap ko na, I was really excited. Il dit qu'il n'a pas de regrets et qu'il est surtout fier d'avoir accompli toutes ces choses qu'il a accomplies, à savoir danser pour Michael Jackson, avoir un hit en France et en Europe, avoir des producteurs de gars comme The Dream, Stargate, Rain Devon, toutes ces choses-là qu'on rêverait de faire, chanter avec Laurie, enfin oui. Donc pour lui c'est un chapitre de sa vie qui est clos et maintenant il se contente d'être animateur et quelquefois de temps en temps il sort des titres comme ici. Maintenant qu'on a ressorti l'époque du Salut et du OK Magazine avec toutes les fiches de paroles qu'on a classées pour beaucoup, est-ce que vous aimiez Billy Crawford à l'époque? Est-ce que c'était quelque chose que vous kiffiez? Bon, moi je voulais vous le dire clairement, non, je trouvais assez insupportable son grain de voix un peu nasal, mais à l'époque j'écoutais tout ce qui sortait pour pouvoir avoir un peu de culture, donc du fait j'ai écouté tout ce qu'il a fait, mais je n'ai jamais vraiment eu à titre personnel énormément d'affection pour son timbre vocal. En revanche, je trouve que dans des productions de son second album, il y a des choses qui sont plutôt bien faites. Est-ce que vous l'aimiez à l'époque? Est-ce que vous faisiez partie des gens qui pensaient que lui et Laurie formaient le couple heureux? Est-ce que vous les admiriez? Est-ce que vous vouliez être comme eux? Et aussi, est-ce que si demain, Billy qui a aussi été beaucoup bully, parce que quand il a pris du poids, la presse philippinaise se foutait beaucoup de sa gueule, il en a perdu et d'ailleurs vous avez dû voir que toutes les photos de lui un peu gros ont été supprimées d'internet en fait. Il a vraiment fait ce travail là pour se rebrander, recoller les oreilles et avoir une nouvelle image. S'il revient aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à l'accueillir dans les charts?
Et ne commencez pas à mentir parce qu'on vous connaît. Est-ce que vous préférez qu'il reste un souvenir d'enfance agréable pour les uns, désagréable pour les autres? Ou alors est-ce que vous voudriez bien qu'il revienne et vous rechante peut-être un peu de tracking? Cette singerie de Michael Jackson m'agaçait déjà pas mal quand on était petit. Mais j'ai appris à la tolérer, surtout le jour où j'ai écouté le truc de Amine là, qui se prenait pour le Michael Jackson des Mille et Une Nuits. Chaque fois qu'il fait les do it, j'ai des envies de violence alors que je ne suis même pas fort quoi. Bref, que pensez-vous donc généralement de Billy Crawford, de ce parcours? Est-ce qu'il était vraiment une arnaque? Et bien sûr, que pensez-vous des fameuses oreilles décollées? Est-ce que vous avez remarqué qu'il les avait au début? Est-ce que ça vous gênait qu'il les ait? Est-ce que ça ne vous gênait pas? Bref, dites-moi tout dans les commentaires et n'ayez pas peur parce que moi j'ai aucun problème avec les oreilles décollées. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dessus. Ma propre mère appelait ça les oreilles de papier, j'ai tout entendu de Dumbo à Pokémon. Vous pouvez tout me dire et d'ailleurs vous pouvez commenter ça chaque fois que vous voyez un gamin avec des oreilles décollées, au lieu de lui dire à lui, dites-le moi à moi, ça m'aide pour le référencement. Et tant que ça n'empêche pas encore de pouvoir dragouiller et de Netflix and chill, tout va bien. Et d'ailleurs, en parlant des oreilles, si vous voulez, un jour, je vais vous raconter l'épisode où, après avoir lancé cette chaîne YouTube et après avoir donc eu certains d'entre vous qui me regardaient, un chirurgien esthétique m'a contacté pour m'offrir ses services en me disant que je serais beaucoup plus gracieux à la caméra s'il recollait ça. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé parce que je l'ai rencontré en fait, ce monsieur. C'était très intéressant comme cette vie. La condition, c'était bien sûr que je vous en parle quoi, après la chirurgie. On se retrouve sur Instagram, je vais relancer les lives bientôt. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, c'était un petit épisode pour passer un peu de temps avec vous. À mon avis, Billy Crawford n'a pas un talent de ouf, mais il a eu son heure de gloire et je trouve que en fait, ce qu'il a dans sa carrière est exactement ce qu'il mérite en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de mériter beaucoup plus au vu du talent qui est le sien. Mais vous allez peut-être me contredire, n'hésitez pas à argumenter, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Public.